Comme dans les groupes de parole. Oui, exactement. Bien, nous allons poursuivre cette journée donc avec un débat qui nous a semblé essentiel quand nous avons réfléchi à cette édition remaniée, c'est-à-dire toutes les questions qui émergeaient sur à la fois la surveillance, mais aussi toute la question de la gestion sanitaire et politique. Et donc, nous sommes ravis d'accueillir pour ce débat Pauline Londex, Antonio Casilli et Mathieu Pot-Bonneville, que je salue, parce que c'est toujours un plaisir de te recevoir. Voilà. Et nous sommes très, très heureux de recevoir pour la première fois Antonio et Pauline. Voilà. Donc, je vous laisse la parole à tous les trois. Merci Emmanuel, merci aux organisatrices et aux organisateurs et à toi pour rendre possible ces moments absolument singuliers et incomparables. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Je vais commencer peut-être par présenter le trio improbable que nous formons, dont au fond, peut-être le seul objectif de cette heure et demie pourrait être de justifier le fait que nous soyons à la même table ou à la même tribune, tant au départ, il pourrait sembler que nous parlons de choses différentes. Vous vous présentez donc l'un et l'autre. Pauline Londex, je vais vous voyer, hein, parce que c'est la règle d'égalité dans ce genre de cercle, ça évite l'entre-soi. Pauline, vous êtes cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Vous êtes une activiste, vous avez été vice-présidente d'Act Up Paris en 2008, vous avez même créé Act Up Basel en 2011 pour faire peur à Sanofi, Novartis. Et puis vous menez un combat sur la question de l'accès aux médicaments génériques, sur la question générale, on va y venir, des politiques du médicament, jusqu'à avoir formé une coalition, voici quelques mois. Hein. Se souvenir ici que ACT UP, ça veut dire AIDS Coalition to Unleash Power. La coalition est dans l'ordre de cette idée. Une coalition donc pour saisir le 30 mars dernier le Conseil d'État pour demander au nom du droit à la dignité humaine des réquisitions dans l'ordre précisément de la production du médicament. Votre enjeu donc, c'est la politique dans ses rapports très concrets, très techniques avec le sanitaire, le pharmaceutique. Et c'est dans ce champ-là que vous intervenez. À côté de vous, Antonio Casilli. Antonio, vous êtes professeur de sociologie à Télécom Paris, chercheur associé au LACIAC de l'EHESS, et vous travaillez sur le numérique et son dehors, si j'ose dire, c'est-à-dire sur le rapport entre le numérique et les vies qu'il engage, hein, les vies qu'il engage, du côté à la fois de ceux qu'il enrôle. Ce sont d'ailleurs parfois les mêmes, ceux qui l'enrôlent dans le travail du numérique, dans le travail du clic, hein, dans le travail, dans ce que vous appelez avec d'autres le digital labor, et puis dans les vies qu'il concerne par la manière dont il s'y insinue, et c'est votre travail autour des libertés publiques, des libertés numériques, hein, pour lesquelles vous avez produit un texte, on s'en parlait tout à l'heure, que je recommande absolument, chaleureusement, qui s'appelle 4 thèses sur les libertés numériques. Sur la surveillance de masse et la vie privée. Sur la surveillance de masse et la vie privée, texte qui donne un cadre très utile sur la réflexion sur ce qu'on appelle aujourd'hui les libertés numériques. Votre domaine, donc, c'est plutôt de ce côté-là, du côté du numérique. Et puis moi, pour dire 2 mots de moi, je suis philosophe, j'ai beaucoup travaillé sur Michel Foucault et j'exerce différents métiers, ça dépend des moments. J'ai écrit voici quelque temps un texte qui n'est pas étranger à mon invitation ici, autour du Covid comme crise biopolitique, dans le média, dans le portail, le magazine en ligne, le quotidien d'idées AOC. Voilà, vous pouvez retrouver ce texte. Je commence cette table ronde avec 2 handicaps. Le premier handicap, c'est que Emmanuel m'a demandé d'assurer à la fois la modération de cette table ronde, qui est un peu carrée, et d'en être également l'un des intervenants.
Donc c'est une double casquette. Je me suis demandé d'ailleurs si j'allais enlever ou mettre ma casquette selon que je vous interrogerai ou que j'interviendrai en première personne. Ça m'a paru un peu compliqué. Donc ne vous étonnez pas si de temps en temps l'intervieweur pose des questions vraiment longues. Hein. C'est simplement que je serai en train d'intervenir. Le deuxième handicap, c'est que j'ai me trouvé hier à votre place et derrière moi, vous savez ce que c'est, les oreilles n'ont pas de paupières. Derrière moi était assis un couple dont lui demandait « Et pour demain, tu as réservé ?» Et elle répondait « Ah ben non, le Covid, on en entend parler tout le temps, c'est quand même pas la peine d'y revenir. » Je ne sais pas si vous êtes ici, mais... Contrairement au dicton populaire, les absents ont toujours raison. Il faudrait 8 heures de Derrida pour expliquer cette phrase. On va la laisser tomber. Toujours est-il que je me sens un peu dans l'obligation de commencer en parlant d'autre chose, en vous parlant d'autre chose que de coronavirus et de crise du coronavirus. En vous parlant par exemple de ce qui s'est passé juste après. Juste après, enfin on est encore dedans, hein, mais au moins juste après le confinement. En France, cependant que le confinement faisait rage dans certains États des États-Unis et que l'on a vu surgir des mobilisations massives dans plusieurs pays, aux États-Unis, en France, devant le tribunal de grande instance de Paris, contre les violences policières et contre les discriminations raciales. Cette année, d'ailleurs, a été marquée par cette sorte de jeu de substitution, vous l'aurez peut-être remarqué, où on attend un truc, c'est autre chose qu'il se passe. On attend la catastrophe écologique et le coronavirus surgit. On attend la fin du confinement et c'est une mobilisation sur les discriminations raciales qui arrive. Comme si, chaque fois, il y avait une sorte de jeu comme ça, de substitution où autre chose arrivait. Autre chose arrivait pour une série de coïncidences de dates. Assassinat de George Floyd aux États-Unis, remise d'un rapport médical... d'un rapport médical concernant la mort d'Adama Traoré en France, d'où mobilisation dans les deux pays. Autre chose donc, et en même temps, est-ce que c'était vraiment autre chose ? Je veux dire par là que si on regarde ce qui peut expliquer au confinement ait fait suite une drôle de raison de ressortir dans la rue et de ressortir ensemble, on s'aperçoit que, eh bien, des violences policières, il y en a eu beaucoup, à l'occasion du confinement, parce que le contrôle de la présence des individus à l'extérieur a pu donner lieu à des abus. On peut penser ici à Cédric Chauviat. Et que donc, il y a un rapport de ce côté-là. On peut penser au fait que la manifestation devant le tribunal de grande instance de Paris et celle qui lui a fait suite ont été interdites mollement. Par le préfet de police, l'allemand, au nom de l'état d'urgence sanitaire et de sa prolongation, voire de sa prolongation au-delà de lui-même, puisque, de nouveau, la question était de savoir ce qui, de cet état d'urgence sanitaire, passait dans le droit commun. Tiens. Comme si, au fond, la crise du coronavirus se prolongeait à la fois dans un certain nombre de violences policières et dans le contrôle des populations qui seraient tentées de protester là contre. Et puis, plus profondément encore, on a vu surgir au niveau mondial, c'est là-dessus que je voudrais peut-être insister, un slogan qui ne date pas du Covid, ou de la Covid. Un slogan qui a pris plus fortement qu'ailleurs, plus internationalement qu'ailleurs surtout, et qui était « Black Lives Matter ». Les vies noires comptent. Et si l'on tend l'oreille, on ne peut pas s'empêcher d'entendre que dans ces vies noires qui comptent, eh bien, il y a des vies. On ne peut pas s'empêcher de se dire que, au fond, après une période où, simultanément, la vie, comme valeur cardinale, a été affirmée, quoi qu'il en coûte, comme l'horizon premier de l'action politique, mais où, en même temps, les vies, leur inégalité, selon que vous étiez, on reviendra sur les inégalités sociales de santé, mais selon que vous étiez dedans ou dehors, selon que vous étiez soignant ou pas, selon que vous étiez confiné ou non, selon que vous aviez un petit appartement ou une grande maison à la campagne,
Bref, que l'inégalité des vies a été visible comme jamais, curieusement, hein, et comme ça, elle a surgi à la surface de l'attention collective, que dans cette tension-là, la vie est devenue un objet de revendication politique. Et là, je me suis dit, finalement, on a là un processus très réel de lutte. La vie comme objet politique a été en quelque sorte prise au mot, retournée contre le système qui entreprenait de la contrôler. Bon, en vrai, c'est pas moi qui me suis dit ça. Parce que ce que je viens de vous lire, c'est pas une citation de moi, c'est une citation de Michel Foucault. Et c'est pas une citation d'hier, c'est une citation de 1976 dans cet ouvrage qui s'appelle « La volonté de savoir », ouvrage à la fin duquel Michel Foucault introduit une notion, celle de biopolitique. Il parle aussi d'anatomopolitique, de biopolitique, en disant qu'au fond, si on veut penser ce qui se joue aujourd'hui politiquement, il faut le penser dans le rapport entre la politique et le vivant, dans le politique et la vie. Quand on est comme moi, je vous avais prévenu, hein, mes questions sont longues. Quand on est comme moi, on a passé un certain temps à cohabiter avec les livres de Michel Foucault, on est absolument frappé par la manière dont les questions qu'il a posées en 1976, hein, qu'est-ce que cela change pour les sociétés que dans la modernité, la vie soit entrée dans le champ des stratégies politiques. Ces questions-là sont devenues des questions littéralement planétaires. Planétaires. Alors, je ne suis évidemment pas le seul à m'en être rendu compte. Hein, de nombreux textes l'ont mentionné. Je pense, pour le meilleur et pour le pire. Le pire, c'était peut-être les textes de Giorgio Agamben, qui, au fond, considérait que le coronavirus était, au fond, une sorte de fiction pour mettre les gens sous surveillance. Je pense que c'est allé vite en besogne. Des textes audacieux comme ceux de Paul B. Preciado, qui voyait dans le confinement une manière de distribuer, de disséminer la stratégie de contrôle aux frontières jusqu'au seuil de chaque appartement. Et c'était pour lui la nouvelle biopolitique. Je pense à un très bel article de Bruno Latour dans la revue Critique, expliquant que pour lui, le problème n'était pas qu'il y ait de la biopolitique, mais que ce n'était pas la bonne. Qu'en gros, ce qui s'était inventé pour contrôler la santé et la maladie dans la modernité ne fonctionnait plus du tout pour contrôler les catastrophes épidémiques ou les catastrophes climatiques mondiales, et qu'il fallait changer de biopolitique. On a vu ce concept, ce vieux concept, ce concept du siècle dernier, hein, venir au cœur des discussions et du débat public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Et j'en viens à la raison qui nous rassemble tous les trois ici à cette table. Hein. Ça veut dire trois choses. Ça veut dire, parler de biopolitique, ça veut dire trois choses. Ça veut dire, premièrement, ça c'est un peu mon job, que les catégories traditionnelles de la politique, la notion de pouvoir, la notion d'égalité, la notion de démocratie, la notion de légitimité, hein, toutes ces notions qu'on fait fonctionner quand on réfléchit à la politique, toutes ces notions vont se trouver modifiées, transformées, hein, elles vont muter parce qu'elles ont affaire non plus seulement à la liberté des citoyens, mais à nos vies comme êtres vivants, comme êtres susceptibles d'attraper ou de transmettre une maladie, par exemple. Il y a une mutation des catégories politiques. Cela veut dire, et c'est au fond pour ça que vous êtes là, Pauline, cela veut dire que le champ même du sanitaire, le champ du médical et du biomédical devient un champ d'affrontement, de mobilisation et de lutte politique. Que ce qui se passe là n'est pas seulement du registre du scientifique ou du technique, hein, du scientifico-technique, mais bien ce qui se passe là est véritablement un lieu de négociation, de discussion ou de conflit politique. On va voir comment. Et puis cela veut dire aussi, parce que Michel Foucault est connu tout de même pour avoir écrit aussi un livre qui s'appelle « Surveiller et punir », hein, que les outils de contre, avec cette entrée de la vie dans le champ des stratégies politiques, hein, la question du contrôle, la question de la surveillance, Emmanuel le mentionnait en introduction, la question du contrôle, la question de la surveillance, la question du partage ou de la capture d'informations devient un enjeu absolument central parce que les vivants, ce sont aussi des vivants qui émettent et qui reçoivent des informations.
Et au fond, ça, c'est aussi votre question, ta question, Antonio. Voilà. D'où ma première question. À l'un et à l'autre, qu'est-ce qui vous a frappé l'un et l'autre? À quel moment, dans le champ qui vous est propre, vous êtes-vous dit qu'on avait affaire à un événement politique, non pas seulement à quelque chose que vous connaissiez, mais qu'est-ce qui, pour vous, a fait nouveauté, événement, politiquement, dans la période que nous venons de traverser? Je ne sais pas qui veut commencer. Si c'est moi qui commence, donc d'abord merci pour la question. Et malheureusement, je dois me rendre à l'évidence que pour moi, très peu de choses ont fait événement dans cette pandémie, dans la mesure où on s'est retrouvé à mettre en place au niveau strictement politique et strictement régalien, par exemple, un ensemble de mesures qui étaient déjà prêtes. Et de ce point de vue-là, la pandémie s'est présentée comme le problème pour lequel on avait déjà prête tout un tas de solutions. Je vous donne quelques exemples. Des exemples qui ont été, entre guillemets, un peu évoqués de manière un peu oblique par l'introduction de Mathieu Pot-Bonneville. Le cas des drones pour contrôler les espaces publics pendant le confinement. Expérience menée par le préfet l'allemand sur Paris, qui a été tout de suite questionnée et tout de suite mise à mal par le Conseil constitutionnel. Et c'était évidemment quelque chose qui était, en tant que dispositif, en tant que marché public, en tant que solution souhaitée et jouée avec lequel on avait envie de jouer, voilà, tout simplement. C'était quelque chose qui était déjà prête. C'est pas du jour au lendemain qu'on construit des drones. Tout simplement, on invente une application. On a d'autres exemples, par exemple, ailleurs dans le monde, je pense à la Chine, d'application de la reconnaissance faciale. La Chine était déjà bien lancée, non seulement dans la reconnaissance faciale, mais aussi dans l'articulation entre reconnaissance faciale, donc la capacité de compter et identifier les individus sur la base d'une empreinte faciale, et l'articuler aussi avec un vaste système de codage social, de crédit social, on l'appelle, qui a été très vite réorienté dans un sens de lutte contre la pandémie. Et donc, si auparavant, les critères qui vous empêchaient, par exemple, de vous déplacer d'une ville à l'autre ou de chercher, d'emprunter un moyen de transport étaient de nature économique, par exemple, vous êtes un mauvais créancier ou débiteur plutôt, ou de nature politique, vous avez exprimé certaines opinions qui vous ont apporté, disons, une attention de la part des autorités chinoises, là s'articule aussi avec votre statut sérologique. Donc, vous êtes reconnu avec le tel individu a un certain score, vous êtes en plus, vous avez été déclaré Covid positif, est-ce que vous pouvez vous déplacer ou pas? Donc là, évidemment, il y avait toute une boîte à outils sécuritaire et, dans certains cas, totalitaire, qui était prête pour être employée. Pas de surprise, malheureusement, sauf l'accélération. Sauf la rapidité. Là, en France en particulier, on a eu droit à un gouvernement qui s'est illustré pour son manque de réactivité sur tout un tas de dossiers. On pense aux masques, on pense aux tests, on pense aux lits d'hôpitaux, on pense dans d'autres pays, je pense là par contre aux États-Unis, le fait de prendre la mesure même de la gravité de la situation, donc un manque de réactivité de la part de certains gouvernements, par contre une extrême rapidité dans la mise en place de ces politiques. Un autre exemple qui vient à l'esprit et qui est quelque chose sur lequel j'ai travaillé beaucoup pendant ces mois, c'est les applications de traçage des contacts. Ça, c'est une guêpe, c'est l'été des guêpes, c'est nos amis, acceptons-les. Quitte à l'écraser après, ça devient un peu... Voilà, que disais-je? Oui, donc les applications de traçage
ne sont pas des trucs qui ont été inventés du jour au lendemain. Au contraire, il y a un vaste écosystème de développeurs d'applications qui étaient par ailleurs un manque d'occasion de business et qui ont été revitalisés avec l'arrivée du Covid. Pour faire quoi? Pour faire, par exemple, des applications mobiles qui font 2-3 trucs classiques, géolocaliser des personnes et suivre des flux de population. Par exemple, en France, on a eu des applications qui ont été proposées et qui n'ont pas été généralisées de traçage des flux géographiques des Parisiens qui partaient à la campagne au début du confinement. Ou alors pour vérifier, ça c'est plutôt en Chine encore une fois, ou dans d'autres pays d'Asie, je pense à la Corée, pour mesurer le taux d'accès à certaines structures. Voilà. Et donc mesurer aussi le risque de contamination. Ou, dans le cas français et européen, un énorme débat sur la mise en place d'applications d'un autre type, qu'on appelle des applications de contact tracing, de traçage de contact, qui sont des applications d'alerte. Elles ne suivent pas vos mouvements, pas nécessairement. Certaines, oui. Mais d'ailleurs, c'est le plus problématique, en Norvège par exemple. Mais le reste de ces applications se limite tout simplement à dire avec qui vous êtes. Et ça peut paraître une donnée anodine, mais c'est la donnée biopolitique ultime, à la limite. C'est tout simplement avec qui vous partagez vos espaces de vie, avec qui vous passez un temps, une période qui peut aller de 1 heure à quelques heures pour échanger, pour avoir une proximité qui peut entraîner aussi un contact. Qui peut être de n'importe quelle nature. Ça peut être effectivement 3 personnes autour d'une table. Déjà, c'est suffisant normalement pour faire biper une de ces alertes. 2 personnes, par exemple, dans une pièce, dans l'intimité d'une pièce, ça aussi. Donc, effectivement, il y a un effet d'enregistrement de ces interactions. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait anticipé. Finalement, c'est la même logique qui régit, par exemple, le graphe social de Facebook ou l'articulation des algorithmes de certaines applications qu'on connaît parce qu'elles sont généralistes, comme Tinder, celles qui vous disent, par exemple, attention, il y a des célibataires dans votre quartier, dans votre bâtiment, autour de vous, derrière vous, il y a un célibataire. Voilà, ça, c'est effectivement le même principe. Le même principe, et en même temps, si ça nous pose problème, si c'est Facebook ou c'est Tinder qui enregistre ces données, c'est effectivement une réaction que je trouve saine, après tout, ou alors du moins qu'on s'interroge. Par contre, si c'est le gouvernement, pour quelles raisons on devrait faire plus de confiance? Et là, on revient, mais je m'arrête là, à une question qui, finalement, est une question non seulement de légitimité, mais de où on situe la souveraineté. Et ça, c'est peut-être la seule chose pour laquelle j'ai eu, disons, 50% de surprise. C'est de comment la souveraineté numérique s'est déplacée, et avec, encore une fois, à quelle vitesse, pendant le confinement, d'une souveraineté qui était grosso modo portée par des intérêts industriels nationalistes. Donc, grosso modo, il faut être souverain d'un point de vue technique, parce que sinon, les Chinois vont faire la même chose que nous, plus rapidement que nous, et pour moins cher, à une souveraineté qui se situe dans la responsabilité et même dans une surresponsabilité des personnes qui doivent se signaler, qui doivent accepter l'alerte, et qui donc finalement doivent devenir ceux qui adoptent cette technologie pour le soi-disant bien commun. Donc le bien et donc en gros pour la santé publique aussi. Je m'arrête là. On va revenir notamment à cette question de ce curieux rapport de l'anticipation et du retard dans un instant. Pauline, sur la même question peut-être, c'est qu'est-ce qui politiquement vous a marqué et vous a semblé faire événement dans ce surgissement d'épidémie? Alors, d'un côté, dans le domaine du médicament sur lequel je travaille spécifiquement, on a vu beaucoup d'impréparation. On a vu tout de suite qu'il y avait des conséquences de ce qu'on dénonce, c'est-à-dire l'opacité en général dans les politiques du médicament. Donc ça nous a pas trop surpris, puisque ça fait partie des raisons pour lesquelles on demande de la transparence. Donc transparence sur les questions autour des conflits d'intérêts, sur les questions de recherche, de développement et de production, notamment des
des médicaments et des diagnostics. En revanche, moi, ce qui m'a vraiment surprise, c'est le niveau d'impréparation de l'État au niveau central, enfin au niveau des institutions nationales. Un niveau d'impréparation vraiment très inquiétant. Une absence de réaction aussi. Une absence de réaction qui a quand même poussé le président de la commission de la PHP, donc des hôpitaux de Paris, à m'appeler un matin en mars en disant je vous connais pas, mais je vous contacte, moi Rémi Salomon, parce que il nous reste 2 jours de stock de médicaments dans tout la PHP sur du curare qui est utilisé en soins intensifs. Il nous reste 3 jours de midazolam, qui est un sédatif puissant qui est utilisé en service gériatrique, en service de réanimation, etc. On n'a aucune réponse du gouvernement. On ne sait plus quoi faire. C'est à nous soignants de rationner les stocks qui nous restent. On n'a aucune visibilité sur les stocks et on est obligé d'alerter les médias, Donc, pendant près d'1 mois, je me suis entretenue avec Rémi Salomon tous les jours. Tous les jours, on échangeait avec les médias. Chaque jour, on essayait d'alerter le gouvernement d'échanger avec le gouvernement de façon constructive en disant est-ce que vous avez bien fait le tour de toutes les sources de producteurs de médicaments qui peuvent en envoyer en urgence dans les hôpitaux pour pas qu'on se retrouve dans cette situation intolérable pour un pays comme la France où il n'y a plus de stock de morphine ou de Valium dans certains hôpitaux et où les soignants doivent faire sans. Et où finalement le scandale de l'absence de certains médicaments essentiels pour la dignité humaine, le scandale de leur absence dans certains médicaments pousse des soignants à être dans des situations éthiques insupportables, de se dire je ne peux pas donner tel médicament à une personne parce que j'en ai besoin pour d'autres personnes ensuite. Alors que cette personne en a besoin. Donc nous, ce qui m'a vraiment frappé, c'est l'absence de réaction des autorités sanitaires, leur impréparation, leur incurie, et également l'absence de volonté de trouver des solutions, puisqu'il y avait un nombre très large d'acteurs, des médecins biologistes, tout le réseau des médecins biologistes était prêt à faire massivement des tests, ils avaient des réactifs sur tout le territoire français, etc. Ils n'ont eu aucune réponse du ministère de la Santé. Ils ont fini par vendre des réactifs à l'Allemagne alors qu'on en avait besoin, etc. Donc c'est énormément d'acteurs à tous les niveaux, au niveau français, au niveau du pays, qui ont essayé d'apporter leurs compétences aux autorités et les autorités ont fermé toutes les portes. Voilà, je dirais que c'est ça qui m'a particulièrement frappée. Alors je m'arrête là-dessus précisément sur ce qu'Antonio appelait tout à l'heure l'anticipation et puis le retard sur certains plans, l'anticipation sur d'autres, sur ce que vous qualifiez aussi d'impréparation, parce que dans l'utilisation au fond large de ce concept de biopolitique que je mentionnais en commençant, il y a une dimension un peu paranoïaque, c'est-à-dire l'idée qu'au fond le pouvoir investit la vie de longue date, que d'une certaine façon il a anticipé sur les réactions possibles, qu'il s'insinue dans le moindre interstice de nos existences individuelles et collectives. Et au fond, ce qu'on constate, c'est ça et c'est l'inverse. C'est-à-dire que si l'on attendait un État affûté, quitte à devenir tentaculaire, sur la gestion des vivants que nous sommes, on a été un peu déçus. Les complotistes sont peut-être les seuls à croire vraiment à l'efficacité de l'État. Parce que, c'est-à-dire penser qu'il y a vraiment une grande capacité à maîtriser les choses de très loin. Et pour autant, donc impréparation, saisissement, on attend quelque chose et c'est autre chose qui arrive, mais cette impréparation n'est pas, vous mentionnez souvent Pauline, n'est pas le signe d'une simple absence. Sous cette impréparation, il y a aussi des logiques à l'œuvre dans le rapport entre les pouvoirs publics, par exemple, et les laboratoires, une forme de délégation ou de transition. En gros, ce qui se marque en creux dans la pénurie, par exemple, correspond tout de même à une certaine organisation, un certain fonctionnement, un certain art libéral de gouverner la santé qui est en place qui se met en place depuis quelques années. Oui, absolument. L'État, actuellement, donc je pense à Matignon, au ministère de la Santé, à l'Élysée, et puis peut-être que ça a été intégré par les personnes dans les institutions.
c'est que finalement, le médicament, c'est Sanofi en France. Donc c'est comme si on avait intégré le fait au plus haut niveau que ceux qui ceux qui font les médicaments, ce sont uniquement les industriels du médicament. Ceux à qui on laisse le champ libre pour presque planifier sanitairement les choses, c'est on laisse ça aux industriels du médicament. Là où je veux en venir, c'est que l'État s'est complètement désinvesti des questions de production, des questions de quels médicaments on a besoin. On laisse les industriels faire le choix des médicaments dont on a besoin, des médicaments qui vont arriver sur le marché. Les médicaments qu'on trouve dans les pharmacies ne sont pas nécessairement ceux dont on a besoin. Et là, je pense, ça évoque pour moi un exemple très, très récent, c'est la question du vaccin du Covid. Très rapidement là-dessus, je pense que c'est très important. Donc, on a la concurrence qu'il y a entre les États pour développer un vaccin aujourd'hui. La concurrence qu'il y a entre plusieurs firmes fait que les vaccins, les candidats vaccins qui sont actuellement en phase 3 ne sont pas des vaccins qui risquent d'être bons. C'est-à-dire que ce sera peut-être des vaccins qui seront efficaces à 5 ou 10%. Mais comme les laboratoires veulent tous être les premiers à mettre sur le marché le vaccin, on délaisse complètement les questions de qualité. Quand je parle de qualité, je parle vraiment de questions d'efficacité. Donc, on risque de se retrouver avec un vaccin qui n'est pas vraiment efficace, mais qui est là et dont il y aura un intérêt, pour lequel il y aura un intérêt géostratégique, géopolitique et évidemment financier pour la firme qui le mettra sur le marché. Donc, laisser complètement le champ libre au secteur privé sur les questions de médicaments et de produits de santé, ça produit l'effet de ne pas produire les médicaments et les produits de santé dont les populations ont besoin. Du côté numérique, comment est-ce qu'on... Du côté numérique, si on élargit le spectre à ce rapport justement entre pouvoir public et par exemple producteurs de logiciels. Tout à fait. Alors voilà, effectivement, on vient de citer, alors plutôt, je venais d'évoquer cette question des applications de traçage. C'est l'exemple parfait de cette articulation un peu forcée entre industriels, institutions de santé et aussi recherche publique. Ce qui s'est passé en France, alors d'abord, petit résumé de la situation avant, le traçage de contact est quelque chose qu'on fait à la main, c'est-à-dire grâce à des entretiens, un patient interviewé par un médecin, on le fait depuis un siècle. On l'a fait sur le sida, on l'a fait sur la TBC, et ça consiste grosso modo à chercher à voir avec qui vous avez interagi. Et c'est quelque chose d'extrêmement lourd, long et coûteux. Et donc, du coup, les applications mobiles sur laquelle on a commencé à expérimenter autour de 2015 avec Ebola. Donc, on s'est rendu compte qu'on pouvait éventuellement automatiser certaines de ces entretiens en confiant à une application la responsabilité d'enregistrer ses contacts. Ce qui s'est passé est qu'avec le début de la pandémie, très vite, des pays comme Singapour, la Corée du Sud et plusieurs pays européens ont commencé à réfléchir à faire cette chose à une échelle nationale. Singapour a été le premier pays qui, en s'appuyant aussi sur, disons, un savoir-faire industriel de l'État, a mis en place une application qui a été un échec. Elle a été téléchargée par à peine 12% de la population, mais après on se dit Singapour c'est 5 millions de personnes, il faut tenter, c'est ça le pari européen, à plus grande échelle. Et donc l'idée est, inventons un consortium d'abord d'universités, mais très vite on voit que dans ce consortium il y a aussi des porteurs d'intérêts industriels européens pour une initiative qui vise à mettre en place une application ou plusieurs applications de traçage des contacts pour les personnes positives, testées positives à la Covid. Et très vite, ce consortium explose. Il y a des clivages énormes sur des questions techniques. Par exemple, rapidement, c'est à propos de ce qu'on appelle un protocole centralisé ou décentralisé, géré par l'État ou dans lequel les contacts seraient sur les mobiles des personnes directement intéressées. La France fait un choix, et c'est le seul pays qui est resté sur ce choix, le choix de centraliser tout.
pas de surprise, étant donné la tradition française, mais ça pose problème pour tous les autres. Donc du coup, on se retrouve isolé dans le contexte européen. On se retrouve isolé aussi dans le contexte international, parce que le protocole décentralisé était favorisé, encouragé par deux grands groupes industriels américains qui sont Google et Apple. Et donc du coup, l'État français dit... Nous, là encore une fois, c'est une question de souveraineté. On dit non à Apple, on dit non à Google. On va faire nos trucs avec des entreprises bien de chez nous. Et là, on voit se pointer les classiques, Orange, Dassault et d'autres. Thales un peu dans les fonds, parce que toujours, enfin, il faut quelqu'un qui produit des armes toujours, sinon c'est pas vraiment la France. Pardonnez-moi, j'ai une vision un peu pessimiste de ce point de vue-là. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en place une application qui est problématique du point de vue, effectivement, de la possibilité de réidentifier les personnes avec qui vous êtes en contact, parce que ce n'est pas la priorité, effectivement, mais c'est problématique sur le point de vue de l'efficacité, parce qu'on ne sait pas exactement si cette application va être trop sensible et donc faire trop de faux positifs, et donc prévenir trop de monde par rapport aux gens qui sont véritablement à risque d'avoir été contaminés, ou en plus une application qui, même si elle n'est pas obligatoire, est effectivement vendue au public français d'une manière un peu forte. Quand vous avez le secrétaire au numérique, Cédric O, qui dans une tribune déclare que, effectivement, si vous n'adoptez pas cette technologie, vous aurez sur votre conscience le poids des morts pour la Covid, quand vous avez certains membres de la majorité République en marche qui déclarent que les personnes qui ne téléchargent pas et qui en plus incitent les autres à ne pas télécharger sont des criminels contre l'humanité, c'est un peu fort. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du point de vue industriel un discours d'accompagnement. Hein, c'est un discours d'accompagnement qui, par contre, là, est effectivement quelque chose de très, très, très à l'ancienne. Et pas à l'ancienne, je veux dire 19e siècle, presque. Voilà. Alors, on est vraiment en 2020. Hein. Je veux dire que ce qui est intéressant pour le lecteur de Foucault que je suis, c'est que cette vieille idée qu'on trouve dans les textes de Michel Foucault, selon laquelle une maladie, ça n'est pas l'affrontement nu de la vie et de la mort, hein, la relation directe, héroïque ou sacrificielle du médecin et de celui qui le soigne. Une maladie, ça n'est pas cela. Une maladie, c'est une réalité de part en part, sociale, politique, qui se tisse ou qui s'entretisse de la construction même de nos sociétés. C'est un peu ce que vous décrivez l'un et l'autre en disant, au fond, pour comprendre ce qui s'est passé, il ne faut pas simplement regarder le rapport du virus et de ceux qui le touchent, il faut aussi regarder du côté des structures politiques, des décisions stratégiques, des décisions industrielles, des intérêts industriels. En bref, un paysage ou une conjoncture qui est une conjoncture politique. Notre corps, le corps de l'épidémie n'est pas simplement le corps des individus qui la portent, c'est le corps social tout entier. Bon. Du coup, la question que j'aurais envie de vous poser, c'est quel profil ça dessine pour vous de cette épidémie même, hein, c'est-à-dire qu'au fond, en quoi est-ce que cette conjoncture que vous décrivez a sculpté, défini, contribué à définir ce qu'on a appelé ces derniers mois le Covid. Je pense ici à un très bel article, là aussi paru dans le quotidien d'Idées AOC, écrit par Caroline Audac, sur les malades du Covid à la maison. Hein, où, en gros, elle témoignait de sa propre expérience et disait qu'elle avait eu le Covid, qu'elle l'avait toujours, qu'elle avait des séquelles de long terme qui ne correspondaient pas au tableau clinique que nous connaissons, hein, celui de l'insuffisance respiratoire massive, de la réanimation et de l'intubation, et que d'une certaine manière, elle était sous le radar parce que la façon dont, sans malice, hein, entendons-nous, je ne suis pas en train de dénoncer un complot du tout, mais la façon dont l'accent avait été mis sur la prise en charge hospitalière, hein, définissait un profil de malade qui n'était pas le sien. Et que d'une certaine manière, l'image que nous avions collectivement de cette épidémie ne retenait que certains des traits symptomatiques
qui peuvent lui être associés. On sait que la Covid a des symptômes multiples, parce que, au fond, ce sont ces traits-là qui passent à travers le filtre ou le tamis des institutions. Donc, ma question, ce serait de ce paysage complexe, industriel, politique que vous décrivez, qu'est-ce qu'il ressort pour vous du point de vue de la santé, du point de vue médical, comment est-ce que cela a contribué à notre expérience de la maladie? Peut-être, donc pour répondre, pour essayer de répondre, déjà peut-être également une expérience personnelle. J'ai eu le Covid, a priori, c'était le Covid. J'ai été clouée au lit en avril pendant 1 mois avec beaucoup de fièvre. Impossible de réaliser un test. Tous les laboratoires étaient saturés. J'ai mis, 2 semaines à obtenir une ordonnance numérique. Impossible de trouver une pharmacie qui pouvait me donner des masques, alors que potentiellement, après 2 ou 3 semaines, mais je voulais quand même avoir un masque. Impossible de trouver des thermomètres. Impossible de trouver... Voilà, donc quand même, donc c'était pas des symptômes très graves, mais moi, en tout cas, mon expérience personnelle, ça a été ça. Ça a été une incapacité, à trouver les choses dont j'aurais eu besoin en tant que personne touchée, malade. J'ai reçu au bout de 5 mois un courrier de l'ARS me disant que j'étais éligible à un test. Donc là, c'était il y a 2 ou 3 semaines, j'ai reçu un courrier très gentil de l'ARS. Malheureusement, tous les laboratoires étaient débordés en région parisienne, puisque les personnes des laboratoires étaient parties en vacances au moment où l'ARS a envoyé ses courriers. Bref, donc ça, c'était pour parler vraiment d'une expérience, de mon expérience personnelle, mais j'ai vraiment pu constater à cette échelle individuelle à quel point le système n'était pas organisé pour prendre en charge les personnes. Ensuite, il y a eu d'autres choses qu'on a pu nous rapporter. Je pense à beaucoup de discussions, d'échanges que j'ai pu avoir avec des praticiens hospitaliers à Paris, qui me disaient que qui étaient hors service Covid, qui étaient notamment hors service neurologique. Je pense à la Pitié-Salpêtrière. Et qui avaient vu leur, entre guillemets, patientèle complètement disparaître. Donc, où sont passées les personnes qui, d'habitude, avaient des AVC, etc. Où les personnes avaient disparu, des personnes avec des infarctus, etc., ne se présentaient plus dans les hôpitaux, puisque l'accent était tellement mis sur le Covid qu'il y avait, on a l'impression, une forme de découragement à ce que des personnes atteintes d'autres pathologies se rendent dans les services de soins. Donc ça pose un gros problème de ce qu'on peut appeler perte de chance ou prise en charge pour les personnes hors service Covid. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que je pense à la question de la façon dont la gestion des pénuries de médicaments a été gérée. Ce qu'on a su, ce que les praticiens hospitaliers toujours nous ont dit, c'est que pour qu'il n'y ait pas de pénurie sèche dans les services Covid, je pense aux médicaments Curare et Midazolam, tous les médicaments utilisés en réanimation et en fin de vie, on a retiré ces médicaments, on les a retirés des services de gériatrie, de certains EHPAD. Donc c'est la façon dont la crise a été gérée, c'est-à-dire qu'on a masqué un peu, on a masqué la pénurie. On a masqué la pénurie en déshabillant, on va dire, d'autres services. Et le gouvernement a réagi en disant non, il n'y a pas de pénurie, tout le monde a des médicaments. Oui, mais quels médicaments et quelle prise en charge? Donc voilà un petit peu pour répondre à ça. Alors, moi, je suis frappé par la dimension logistique de la pandémie. Je vais chercher à aborder cette question d'une manière un peu oblique. C'est-à-dire la question logistique de la pandémie n'est pas seulement en termes d'approvisionnement de médicaments, mais il y a eu par exemple une rupture de tout un tas de flux logistiques qui sont liés au fait à la rupture de notre propre circulation en nous, dans la mesure où plusieurs pays ont été impactés, certes de manière différente, et chacun jouant du confinement de manière différente, par des mesures de lockdown. On s'est retrouvé face à un besoin de réaliser tout un tas d'activités humaines qu'auparavant on pouvait gérer en se déplaçant, sans se déplacer. Alors typiquement, l'activité humaine qui a été de manière
évidente, impactée a été le travail. Et ce qui s'est passé dans le confinement est effectivement que, même si on s'attendait à, que sais-je, ou d'une part, évidemment, une énorme vague de chômage, ce qui a eu lieu, même si pour l'instant les chiffres ne l'attestent pas encore, parce que c'est quelque chose qui va se manifester dans les mois à suivre. On s'attendait surtout à la généralisation du télétravail pour pouvoir assurer la continuité productive ou, dans mon cas, parce que je suis enseignant-chercheur, la continuité pédagogique. Alors, ce qui s'est passé est que malheureusement, ce télétravail ne s'est pas généralisé. Là, c'était une surprise. Si on regarde les chiffres du ministère du Travail français, on a eu 25% maximum de personnes qui ont télétravaillé, parce que 25% des activités sont télétravaillables d'une part, et de l'autre parce que pas tout le monde peut se permettre de télétravailler à cause de exigences et contraintes en termes de, que sais-je, avoir des espaces prédisposés pour ça chez soi, ou alors avoir des équipements ou un bon débit Internet pour pouvoir télétravailler. Après, de l'autre côté, vous avez presque autant de personnes, presque 27% de personnes qui n'ont pas télétravaillé et n'ont pas été au chômage. C'est des personnes qui ont continué à sortir de chez eux, et c'est des personnes dont les métiers ont été considérés comme essentiels. Et très souvent, les métiers essentiels étaient aussi ceux qui demandaient plus de proximité physique, et donc aussi plus de risques en termes, encore une fois, de contamination. Donc pensez effectivement aux personnes qui travaillent dans les grandes surfaces, dans la grande distribution, dans les forces de l'ordre, les hôpitaux évidemment, et ainsi de suite. Et parmi ces deux contingents-là, on a une zone grise d'une part d'inactifs, donc effectivement les personnes véritablement au chômage, mais les personnes qui étaient aussi un permis maladie ou un permis pour gérer leurs enfants ou pour gérer des personnes âgées dont ils avaient la responsabilité. Et après, vous avez des personnes qui rentrent dans un secteur de plus en plus informel, qui aujourd'hui passe surtout par des plateformes de travail. Là, on revient à la question qu'on évoquait au tout début, donc cette idée de digital labor, le travail numérique, ou plutôt le travail digital, parce que c'est véritablement un travail du clic. Et ça commence avec les livreurs. C'est d'ailleurs les personnes qu'on voyait dans des villes désertes dans certains pays d'Europe. Moi, je pense aux vidéos que mes amis milanais m'envoyaient dans une ville complètement déserte. La nuit, on voyait tracer des livreurs Deliveroo, dont l'activité a augmenté, non pas, comme on disait aujourd'hui, parce que c'était une manière de camoufler un trafic de drogue, mais parce que véritablement, on a eu besoin de plus de livraisons à domicile, et parce que énormément de personnes qui étaient en manque d'emploi se sont inscrits à ce moment-là sur ces plateformes. Deliveroo et aussi Uber, qui s'est requalifié rapidement en livraison non seulement d'alimentation, de nourriture, ont eu une montée en termes d'effectifs, en termes de personnes qui demandent à travailler. Ce qui a provoqué, par ailleurs, même des mouvements sociaux inattendus. Tu as cité au début, ou plutôt, vous avez cité au début, parce qu'on se vous voit, Mathieu Pot de Bonville, les manifestations, les grandes manifestations de Black Lives Matter, certes, mais on a eu partout dans le monde, à commencer par l'Espagne, l'Argentine, et même des pays comme le Pérou, l'Équateur, le Guatemala, des manifestations de livreurs qui demandaient à être mieux payés. Parce que, en plus, leur rémunération avait été baissée pendant le confinement. Et donc, encore une fois, dans des villes désertes, vous voyez des milliers de personnes qui passent en vélo et en scooter. Ce n'est pas seulement ces personnes-là qui se sont manifestées pendant le confinement. Je vous donne deux exemples très rapides. Il y a une catégorie de personnes qui n'est pas connue par le grand public. C'est les personnes qui entraînent des intelligences artificielles, les personnes qui produisent des données pour calibrer nos algorithmes. Ces personnes-là, on les appelle des micro-travailleurs, et ces personnes-là ont eu, eux aussi, des opportunités inattendues.
C'est-à-dire que des grandes plateformes de micro-travail qui, encore une fois, produisent, ou plutôt recrutent des personnes pour entraîner nos algorithmes, ont eu une augmentation incroyable de chiffre d'affaires. Appen, qui est l'une des plus importantes au monde, a déclaré qu'elle a eu entre 31 et 35% plus d'effectifs pendant le Covid. Donc, face à des personnes qui restent au chômage, vous avez des personnes qui, par contre, sont recrutées par ces plateformes, lesquelles, je vous assure, ne vous donnent pas un statut de salarié, ne vous font pas un contrat de travail. C'est du travail payé à la pièce. Et quand je dis payé à la pièce, c'est micro-payé à la pièce. Parfois, vous réalisez des tâches qui durent quelques secondes et qui sont payées quelques centimes. Ce n'est pas suffisant pour survivre. Dernier exemple rapide. C'est la disruption, comme on aime dire, ou plutôt voilà, les problèmes auxquels on fait face des catégories de personnes qui assurent la continuité aussi de nos communications sur Internet. Je pense aux modérateurs de Facebook, YouTube, etc. Je crois qu'aujourd'hui, en 2020, tout le monde sait que nos messages et nos photos, par exemple, sur la plupart de ces réseaux, sont filtrés par des personnes qui sont des équipes de modérateurs. C'est pourquoi... En ligne de principe, on ne voit pas du porno sur Facebook. On a des plateformes spécialisées pour ça. C'est pourquoi si on a des contenus problématiques sur des plateformes comme YouTube, très vite, ces contenus problématiques sont déclarés et après bannis. Il y a des personnes qui, à longueur de journée, regardent des vidéos, évaluent l'adaptation de certaines photos à certains contextes. Ces personnes-là, figurez-vous, ne peuvent pas télétravailler. Parce que d'abord, elles manient des données qui sont extrêmement sensibles, parce qu'elles sont liées aux plateformes qui les emploient par des contrats qui prévoient des clauses de confidentialité extrêmement dures. Et ces personnes-là, du jour au lendemain, lors du confinement aux Philippines, en Espagne, en Irlande, 3 pays dans lesquels on sait qu'il y a des grands centres de modération, se sont retrouvés sans pouvoir bosser. Et du coup, du jour au lendemain, ça a eu un effet aussi sur nos communications, sur la qualité de nos communications. On a commencé à voir une prolifération de fake news. Pourquoi ? Fake news aussi liées à la pandémie. Parce que les complotistes se sont réveillés, parce que les antivax se sont réveillés, non, parce que tout simplement il y avait moins de filtrage de ces mêmes contenus. Ou alors on a commencé à voir plus d'agressivité, parce que les gens étaient frustrés de rester chez eux, aussi parce que les gens parlaient sans filtre, non, parce que les gens parlaient sans filtrage, encore une fois. Et donc du coup, effectivement, on voit la manifestation dans nos communications, dans notre travail, des conséquences politiques et biopolitiques de cette pandémie. Quand vous évoquez l'un et l'autre, Pauline, les malades qui se trouvent privés de médicaments parce que ces médicaments sont réorientés vers d'autres services prioritaires, ou quand, Antonio, vous évoquez les manifestations de livreurs, vous soulevez une question importante qui est que la politique, ça n'est pas seulement des rapports de force entre des acteurs et une sorte de cartographie comme ça des forces en présence, ce sont aussi des exigences et des valeurs. Et en particulier, une sorte de conflit ou de bataille, c'est Aristote qui disait ça, ça ne date pas d'hier, autour de la question de l'égalité. Comment on définit l'égalité ? Moi, ce qui m'a frappé pendant le confinement en particulier, c'est la manière dont cette épidémie, elle est devenue politique aussi, parce qu'elle est devenue le lieu d'une bataille entre une affirmation d'égalité et une affirmation ou une reconnaissance ou une demande de reconnaissance de l'inégalité. C'est-à-dire qu'on était en permanence pris entre « nous sommes tous concernés ». Oui, mais pas pareil. Nous sommes tous confinés. Oui, sauf ceux qui sont dehors. Nous sommes tous en télétravail. Oui, sauf ceux qui ne le peuvent pas. Je trouve que s'il y a eu, à ce moment-là, et on peut y revenir ensemble, s'il y a eu un moment politique intéressant, c'est dans cette façon dont, simultanément, d'un même trait, une forme d'égalité d'un événement auquel l'ensemble de la société prenait part était affirmée, et dans le même temps, dans le même mouvement, la visibilité de l'inégalité était très forte.
puisqu'au fond, on n'a jamais vu autant les intérieurs des gens que à partir du moment où ils étaient chez eux. Même les vedettes étaient interviewées dans leur salle de bain. C'était quand même quelque chose d'assez spécifique. Du coup, on s'est mis à râler quand les écrivaines faisaient des journaux de confinement depuis leur grande maison à la campagne, etc. Enfin, là, ce qu'il y avait d'affirmation égalitaire était à la fois démenti et contesté et revendiqué par le constat de cette inégalité. Pour moi, c'est même l'explication de la tristesse collective, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, moi je l'ai senti passer, qui est intervenue au moment du déconfinement. C'est-à-dire qu'au moment du déconfinement, il y a eu un coup de mou planétaire, enfin national en tout cas, parce que d'un coup, l'inégalité, la singularité de sa condition était devenue une chose privée. D'un coup, au fond, chacun était rendu à la singularité de sa position. Et parce que ce nouage entre l'égalité d'un événement, prendre part en commun à l'événement et puis l'inégalité des conditions qui s'y trouvaient exposées, se trouvait un petit peu défait. Quelque chose était dénoué et chacun retournait, ou pas d'ailleurs, à ses affaires ou à ses misères. Ceci pour dire que, sur cette question-là, la question de la santé, c'est aussi celle des inégalités sociales de santé. Antonio évoquait les inégalités devant le travail et devant le télétravail. On peut dire aussi, d'une certaine façon, Pauline, que cette période a témoigné comme rarement d'inégalités sociales de santé qui ne tiennent pas simplement, même si elles tiennent aussi à cela, à l'âge, par exemple. On a vu aussi se dessiner une cartographie des oubliés non pas des oubliés de l'épidémie, mais des oubliés de la gestion de l'épidémie. Absolument, il y a eu donc des populations qui ont été beaucoup plus exposées au virus, simplement parce que, comme l'a rappelé Antonio, des populations précarisées, etc., qui devaient continuer à travailler pour effectuer un certain nombre de travaux nécessaires, mais donc dans des conditions pas forcément dans de bonnes conditions sanitaires, pas forcément avec le matériel adéquat. Je pense notamment au personnel soignant à qui on a demandé quand même parce qu'il n'y avait plus de surblouses dans les hôpitaux, il n'y avait plus de surblouses, donc on leur a demandé de fabriquer eux-mêmes leurs surblouses avec des sacs poubelles. Donc c'était en mars. Personnel soignant se retrouvait dans un positionnement vraiment assez terrible, avec plus de matériel, avec parfois des dons, parfois des appels à dons de draps, donc je disais de sacs poubelles, etc. Et donc, je pense évidemment au personnel soignant, parce que les premiers chiffres qu'on a sur le taux de contamination de personnel soignant, c'est 2/3 quand même des personnels soignants qui ont été contaminés par le Covid. Donc c'est énorme. Donc c'est quand même des gens qu'on a envoyés au front, pour reprendre la terminologie guerrière, même si je ne l'apprécie pas particulièrement. C'est quand même des personnes qu'on a envoyées face au Covid, on va dire, sans protection, sans matériel. Pour moi, et pour peut-être une petite parenthèse là-dessus, Santé publique France a publié il y a 3 semaines un rapport sur le port des masques de la part du personnel soignant. Et a constaté donc que les personnels soignants s'étaient contaminés largement à cause de non-port de masque. Et donc, quelle est la conclusion de Santé publique France ? Il va falloir enquêter sur ce comportement à risque des personnels soignants. Donc, une des choses qui, moi, m'a vraiment choquée, c'est également l'indécence. C'est-à-dire que tout le monde était au courant de cette pénurie de matériel. Et tout le monde est au courant, et donc ça reste la communication officielle de Santé publique France. Pour revenir très rapidement sur les autres entre guillemets oubliés de l'épidémie, il y a toutes les personnes qui habitaient dans des zones où l'accès au diagnostic était difficile. Il a été très difficile en Île-de-France. Il était probablement encore plus difficile en périphérie des grandes villes, où les laboratoires étaient tous surchargés. Encore les personnes en périphérie, je pense, des grandes villes, dans des inégalités face aux transports en commun. Donc se retrouver dans des transports en commun bondés dans lesquels il est impossible d'être à une distance d'1 mètre d'une autre personne. Forcément, ça crée des inégalités sociales fortes. Donc des personnes qui doivent continuer à aller travailler,
qui en plus se retrouvent, qui en plus ont moins accès au transport, c'est-à-dire qu'il y a un service de transport moins développé pour elles pour qu'elles se rendent à leur travail, et qui en plus ont peut-être un accès plus difficile au matériel, aux masques, au gel hydroalcoolique qui était aussi en pénurie totale. Donc on peut dire que des catégories de la population ont vraiment cumulé de nombreuses inégalités en santé. Je m'arrête sur ce que vous disiez sur la manière dont les défaillances constatables et conduisant à des contaminations massives ont été traitées comme des défauts de comportement. La façon dont, au fond, dans la construction politique de l'événement, en France en tout cas, l'incrimination du comportement irresponsable des gouvernés, comme disait Foucault, a été le ressort, l'un des ressorts principaux constamment activés. Ce qui pose au fond une autre question politique, qui est celle du rapport aux libertés publiques. Dans l'œuvre de Foucault, puisque c'est mon jeu ici de prendre ce fil, il est remarquable que l'analyse que Foucault propose des différents modes de surveillance et de contrôle est à chaque fois, à chaque étape de son œuvre, indexée à une épidémie. Si vous ouvrez l'histoire de la folie en 1961, vous constatez que l'analyse que Foucault fait de l'enfermement des fous au XVIIe siècle, elle prend appui sur la fin de la lèpre. Elle dit au fond, on a réaffecté les léproseries à d'autres fins et on y a mis les insensés. La lèpre. Si vous ouvrez Surveiller et punir, vous constatez que l'épidémie qui va intéresser Foucault, c'est la peste. Parce que la peste permet de mettre en place une grille de surveillance des populations, quartier par quartier, maison par maison. D'ailleurs, assez proche de ce qui s'est passé en Chine, d'une certaine façon. La peste est devenue une sorte de matrice politique de ce que Foucault appelle ensuite la discipline. Si vous ouvrez le cours au Collège de France qui s'appelle « Sécurité, territoire et population », vous constatez que ce qui intéresse Foucault, c'est la variole. Il dit au fond les campagnes de variolisation au XVIIIe siècle, la manière dont, pour contrôler la variole, on ne se préoccupe pas de contrôler chaque individu, mais on essaie de contrôler le niveau global en injectant, en contaminant par des germes affaiblis de la variole une partie de la population. Foucault dit, au fond, c'est un peu la matrice d'une certaine gestion libérale de la société. Vous voyez, comme si, à chaque étape de son travail, Foucault cherchait des matrices politiques dans les moments épidémiques, comme si ceux-ci donnaient lieu à une inventivité politique qui ensuite faisait son nid dans les institutions, dans les régimes de pouvoir, dans les fonctionnements, etc. Ma question c'est, à votre avis, qu'est-ce qui, ce coup-ci, s'est inventé, ou s'est activé, ou s'est accéléré, peut-être, et qui est promis à nous embêter dans les temps qui viennent? Alors, c'est bizarre parce qu'initialement, en vous écoutant, ou alors en écoutant plutôt Foucault et ses liens entre pouvoir et à chaque fois une crise sanitaire, je me disais, mais non, cette fois-ci, finalement, il y a eu un autre élément déclencheur qui serait plutôt à situer du côté du sécuritaire, des luttes contre le terrorisme. Je dis les luttes parce que c'est effectivement à chaque fois une bête différente et à la limite qu'on pourrait faire remonter à des grands traumatismes historiques comme le 11 septembre, même à la limite. Pour la France, ce serait évidemment 2015. C'est le moment où on a mis en place tout un tas de dispositifs, d'infrastructures de surveillance et même d'infrastructures légales avec la loi renseignement, avec la loi de renseignement extérieur aussi et d'autres qui permettent effectivement l'intériorisation, mais au sens général, pas au sens individuel, de ces dispositifs de pouvoir. Alors, ce qui s'est passé cette fois-ci, par contre, et là c'est le moment où, après cette réaction superficielle initiale que j'ai eue en écoutant, donc encore une fois, ce résumé de Foucault, ce qui s'est passé cette fois-ci est que, par contre, on a
renvoyer la balle du côté des individus. Et là, effectivement, on est face à quelque chose que vous venez d'évoquer tous les deux, mais qui en même temps est très connu en sociologie du risque, qui est la question selon laquelle les risques sont pris collectivement, mais la responsabilité de faire face au risque est renvoyée à l'individu. Ça, c'était Ulrich Beck qui le disait, c'était Zygmunt Bauman qui le disait. C'est effectivement une sorte de formule classique dans des régimes libéraux ou néolibéraux, dans la mesure où, en effet, c'est voilà, pensez par exemple à l'environnement et à la crise, aux crises liées à l'environnement. Effectivement, par contre, c'est à nous de trier et de nous laver les mains. Classique de certains points de vue. Ce qui s'est passé par contre avec la Covid est que on a non seulement encore une fois joué cette blame game, cet jeu de l'imputation de la responsabilité, mais on a aussi préparé le terrain pour une surveillance et des limitations des libertés publiques qui sont et qui seront encore davantage, sont destinés à être aussi créatrices de subjectivité. Encore une fois, je reviens à la question des dispositifs mobiles de traçage. Si la surveillance ne se situe pas dans les tuyaux, c'est pas votre box, votre connexion Internet qui est contrôlée, mais ça se situe dans un objet que vous avez dans vos poches. Et demain matin, dans un objet qui vous avez collé à vous, parce que c'est le cas déjà à Singapour, le traçage ne passe pas par les mobiles, mais par des dongles, c'est des petites clés connectées que vous portez au cou avec un petit lacet comme celui-là. Donc, en effet, non, il n'y a rien, c'est du plastoc, là, c'est classique, c'est bien. En effet, là, on se retrouve effectivement face à quelque chose qui accélère une autre tendance, le fait que autant le dispositif technologique que la surveillance collent au corps. Et de ce point de vue-là, une tendance dans nos sociétés à considérer cela comme quelque chose qui fait partie de nous. Comme font partie de nous, que sais-je, les lunettes, enfin... Je dis parce que je vois que voilà, les lunettes, on a une certaine tendance au XXIe siècle, non pas à les considérer comme des instruments infernaux duquel il faut se méfier. De la même manière, de plus en plus, un dispositif mobile, on le considère comme moins éloigné de nous. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un pouvoir qui nous limite, c'est un pouvoir qui nous surveille, mais c'est aussi un pouvoir qui, d'un certain point de vue, se présente comme une sorte d'extension de nous-mêmes. Il y a un des dangers que je vois avec ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, vraiment, c'est la question de la défiance envers le pouvoir politique, envers presque les discours scientifiques. Et je pense que ça aura des conséquences, malheureusement, qui risquent d'être très graves et à long terme, c'est-à-dire de favoriser des populismes. Je pense que la façon dont l'État, dont le gouvernement a essayé de masquer les pénuries en utilisant une sorte d'habillage scientifique, c'est-à-dire le masque est inutile, et puis après, non, le masque est utile, mais pas pour tout le monde, juste pour les soignants. Le masque est inutile. Enfin, toutes ces informations contradictoires qu'on a pu entendre jour après jour, les injonctions contradictoires qui ont commencé, comme tout le monde le sait, juste avant le début du confinement, où on nous a dit il faut arrêter de sortir, mais bon, demain quand même aller voter, et puis après on sera confiné. Donc ce genre d'injonctions contradictoires, bon, il y a évidemment la question des tests. Pour moi, ça a été terrible, la question des tests. C'est-à-dire, le gouvernement dit non, les tests pour les personnes asymptomatiques, c'est inutile. Ça, c'était aussi une façon d'habiller la pénurie de tests et la désorganisation du ministère de la Santé, qui était incapable de mobiliser le réseau de biologistes qui étaient prêts à faire des tests sur le territoire. Donc, le gouvernement, donc Olivier Véran, ministre de la Santé, a quand même dit en mars non, les tests PCR, c'est inutile. On va attendre l'arrivée des tests miracles, les tests sérologiques qui vont nous permettre de sortir de l'épidémie. Sauf que quand il dit ça,
il réfléchit pas aux conséquences de ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'une personne qui aura développé des anticorps sera protégée par le virus. Or, on n'a pas ces informations, on ne les avait pas à l'époque, on ne les a toujours pas maintenant. Donc dire ça, c'est complètement inéthique de la part d'un ministre de la Santé, parce que ça veut dire... c'est des fausses informations. C'est-à-dire que non, on ne sait pas si les anticorps seront protecteurs et si les personnes qui seront positives à ces tests sérologiques ne seront plus contaminantes ensuite ou ne pourront plus être réinfectées ensuite. Donc ça, c'est très grave parce que ça donne des faux espoirs aussi. C'est-à-dire... les personnes qui ont déjà été malades peuvent peut-être être à nouveau malades. Donc, tout ça pour masquer des pénuries de la part d'un ministre de la Santé, ça peut avoir des conséquences à long terme. Donc, malheureusement, c'est un exemple parmi d'autres, cet exemple des tests et d'Olivier Véran. Le gouvernement n'a pas arrêté d'accumuler les informations comme ça contradictoires. Ça, je pense que ça a des conséquences, ça peut avoir des conséquences à très long terme sur à la fois la perception de la science, des informations scientifiques, la crédibilité des scientifiques et du conseil scientifique, des deux conseils scientifiques qui conseillaient le gouvernement pendant la crise. Et ça peut avoir des conséquences aussi donc, sur la démocratie. Un dernier exemple, tout dernier exemple, c'est par exemple les discours présidentiels, les discours d'Emmanuel Macron pendant toute cette période, où il a à peu près fait, à chaque fois qu'il disait quelque chose, il faisait l'inverse immédiatement. Donc quand il disait par exemple quoi qu'il en coûte, immédiatement les décisions qui étaient prises par le gouvernement montraient bien que c'était pas quoi qu'il en coûte. Ou quand il disait il faudra qu'on tire les conséquences, sortir la santé des logiques de marché, dans le même temps, il renforçait la dynamique qui va vers la privatisation du système de santé et de la réforme de l'hôpital public. Donc, à chaque fois, cette falsification du langage, c'est-à-dire on dit des choses, mais les mots n'ont plus aucun sens. Moi, je pense que ça peut avoir des conséquences extrêmement graves sur la démocratie. Alors, on arrive d'une certaine façon au dernier temps, avant de passer à la discussion ensemble, au dernier temps qu'on pourrait évoquer. On a parlé de pouvoir et de relations de pouvoir, on a parlé d'égalité, on a parlé de liberté et de liberté publique, on vient de parler de la parole publique et du rapport à la parole publique. La politique... Comme disait Périclès à Athènes, nous ne considérons pas les bavards comme des inutiles. La politique, c'est de la parole. Et effectivement, c'est pour ça que la parole est précieuse. Il faut parler de démocratie. Moi, c'est l'une des choses qui me frappe, c'est qu'effectivement, cette façon d'abîmer la parole publique, elle a des conséquences sur une forme d'appauvrissement ou d'affaiblissement d'un certain nombre de choses qui, notamment, s'étaient... tricotée ou c'était construite au moment de l'épidémie de sida. Par exemple, le lien entre liberté et solidarité. Manifester contre le droit individuel de ne pas se porter de masque, c'est défaire le rapport de la liberté et de la solidarité communautaire, par exemple. Ou encore la possibilité d'avoir un discours militant qui est un discours expert. Comme si aujourd'hui il fallait au contraire choisir entre le monde des savants ésotériques et le monde des militants courageux qui, pour être militants, devraient renoncer à toute forme d'interrogation scientifique. Ma question, c'est comment dans ce contexte-là on reconstruit une proposition ou une position démocratique. L'exemple de l'Observatoire pour la transparence du médicament est un exemple possible, mais au fond, à votre avis, quelle force mobiliser pour reconstruire une réponse démocratique à, dans la description que vous donnez l'un et l'autre, est une conjoncture politique qui n'est pas satisfaisante, un traitement politique de cette épidémie qui n'est pas satisfaisant. Comment on fait démocratiquement ? Je peux commencer parce que peut-être je vais faire plus vite que Pauline. J'ai moins de choses à dire. En même temps, j'ai à l'esprit des exemples historiques qui nous viennent justement de l'épidémie du sida et de comment les milieux technologiques de l'époque ont réagi. Et ont réagi justement en mettant en place des dynamiques militantes de solidarité et de création, par exemple, d'outils techniques qui pouvaient être à l'époque
tout simplement des forums de discussion, comme un forum qui est devenu célèbre, qui est AIDS-Info, qui est devenu aussi une énorme archive d'informations, ou alors, effectivement, la création des premiers dispositifs de hôpital virtuel qui, par la suite, ont aidé le développement de la télémédecine ou qui ont accompagné le développement de la télémédecine et qui, par la suite, sont devenus des outils extrêmement... donc, c'est enraciné dans la volonté de compléter ce que le corps médical à l'époque ne pouvait pas, la volonté des milieux technologiques de l'époque, des milieux des bricoleurs informatiques, ce qu'on a vu arriver ensuite, même en termes des communautés d'Internet, d'entraide. Et alors, la situation était complètement différente. La situation était complètement différente parce qu'à l'époque, le fait, par exemple, de critiquer les médecins n'était pas considéré comme ou assimilé ou approprié par le complotisme. C'était souvent des personnes qui avaient des informations qui aidaient les médecins. Et parfois, mais il y avait aussi des personnes qui organisaient des trafics internationaux de médicaments en passant par le Mexique, c'est clair. Mais bon. Après aussi, l'outil technologique était, ou même les cultures technologiques n'avaient pas subi cette moulinette de centralisation et de normalisation qu'on a vu avec les années 2000 et les années 2010. Les réseaux de l'époque et même l'informatique et le numérique de l'époque n'étaient pas ceux de Facebook, ni de Google, ni des big data, ni des grands algorithmes. Or, comment faire, et c'est ça la seule chose, la question que je me pose aujourd'hui, pour vous déclencher une autre dynamique vertueuse comme celle-là, aujourd'hui, dans un contexte qui n'est pas vraiment propice à des petits groupes de militants qui cherchent à créer effectivement des dynamiques de solidarité qui passent aussi par la technologie. Le contexte actuel, surtout le contexte numérique, est hélas dominé par d'abord des venture capitalists qui, comme le nom l'indique, sont plutôt intéressés effectivement à la rentabilité des dispositifs qu'ils encouragent et qu'ils soutiennent. Et donc, si vous êtes un petit groupe de personnes, vous êtes encouragé à vous transformer en start-up, B, à intégrer un incubateur, ensuite de présenter votre projet à des venture capitalistes, donc des investisseurs, et encore être certain que ce projet fasse beaucoup de pognon, parce que sinon, ils ne vont pas avoir un retour sur investissement. Et si en plus vous passez par, vous développez une application et vous voulez la mettre sur Apple ou sur Google, là, vous devez en plus assurer 30% de commission pour les grandes plateformes. C'est pas vraiment l'endroit le plus non-profit du monde. C'est pas une situation dans laquelle on aura le même type de générosité et le même type d'esprit collectif qu'on a eu à l'époque. Donc, comment faire? D'abord, à mon sens, c'est une démocratie technologique qu'il faut mettre en place. Et même, j'irai plus loin. Effectivement, re-injecter de l'esprit libertaire dans ces milieux technologiques pour sortir de ce piège capitaliste qui, hélas, bride et limite les volontés et les solidarités. Alors, il y a la question qu'est-ce qu'on devrait faire, et il y a la question qu'est-ce qui est possible avec le gouvernement actuel. Peut-être qu'est-ce qu'on devrait faire, parce que c'est peut-être la partie de la question peut-être même plus simple. Je pense qu'une réforme des administrations semble essentielle. Je pense que, par exemple, Santé publique France devrait être dissoute immédiatement, puisqu'il y a eu une absence simplement de planification, de logistique, de choses qui sont quand même censées être du bon sens, et une question organisationnelle qui sont quand même essentielles.
Je pense qu'il faut, bien entendu, un système de démocratie sanitaire, donc qui inclut réellement les patients, entre guillemets patients, les associations de malades, les usagers du système de santé, qui les prennent vraiment en compte. Je pense qu'on peut voir à quel point ce n'est pas le cas. Il y a un exemple très frappant, c'est que les conseils scientifiques qui ont été nommés par l'Élysée, le président du conseil scientifique Covid-19, donc qui est Jean-François Delfraissy, a demandé depuis mars qu'une personne représentante des associations d'usagers fasse partie de ce comité scientifique. L'Élysée a refusé, et l'Élysée refuse toujours. Donc c'est quand même problématique que les associations, que les usagers du système de santé ne soient jamais écoutés. Les soignants ne sont pas non plus écoutés. Et les associations de soignants ont quand même massivement dénoncé le Ségur de la santé qui... il y a eu quelques augmentations de salaire, etc., ou quelques primes, mais structurellement, il n'y a pas de changement suite à ce Ségur de la santé. Les soignants n'ont pas été écoutés, leur parole n'a pas été entendue pendant toute la crise, elle n'est toujours pas. Donc il faut qu'il y ait il faut sortir l'hôpital. Il faut sortir la santé, l'hôpital et les médicaments, les produits de santé, tout ce qui touche à la santé, des logiques financières. Donc sortir de la tarification à l'activité qui détruit notre système de santé depuis 20 ans, sortir de mesures d'austérité en santé où on fait des économies sur des bouts de chandelle dans les hôpitaux, alors que dans le même temps, le prix des médicaments explose. Pas parce que les médicaments coûteraient plus cher à produire ou parce que la recherche coûterait plus cher, puisque c'est souvent nos institutions publiques qui financent la recherche pour ces mêmes laboratoires. Donc, ce qu'il faut, c'est sortir des logiques de marché, sortir de toutes ces questions de médicaments. Est-ce que c'est faisable ? Ça, c'est une question beaucoup plus difficile. Ce que je trouve particulièrement inquiétant, c'est l'absence d'opposition, c'est-à-dire un gouvernement qui a pu mener cette politique avec une majorité à l'Assemblée où l'opposition était quand même assez faible. Alors, c'est pas uniquement pour jeter la pierre à l'opposition. Par exemple, je me souviens un député de l'opposition avec qui j'échangeais et à qui je disais il faudrait que vous soyez plus présent dans les médias pendant la crise sanitaire, que vous soyez plus présent pour dénoncer telle et telle chose. Il me dit oui, mais les journalistes, les médias nous disent aujourd'hui, c'était au cœur de la première vague, la crise, on ne veut que des médecins ou des représentants du gouvernement. Donc tous les leaders de l'opposition ou toutes les personnes ayant un discours un peu contraire à celui du gouvernement n'avaient plus accès aux médias pendant cette période. Donc, est-ce qu'il y a une vraie opposition aujourd'hui pour créer un système différent ? Est-ce que c'est possible dans les institutions actuelles de notre pays ? Je ne sais pas, je l'espère, et je pense que c'est urgent que ça ait lieu. On pourrait ajouter un troisième niveau à la distinction que vous proposiez, c'est qu'est-ce que vous faites. C'est-à-dire le fait, moi, ce qui me frappe dans l'action que vous menez, c'est la façon dont elle témoigne d'une continuité ou d'une reprise, d'une réactivation d'un certain nombre de leçons apprises ou forgées au cours de l'épidémie de sida, et qu'au fond, dans l'histoire de la biopolitique, il y a une couche de cette histoire qu'il faut non seulement raconter, mais s'appliquer à faire vivre, qui est l'histoire de cette biopolitique mineure ou minoritaire, qui est la façon dont, pour reprendre la citation que je prenais au départ, la façon dont des collectifs, des communautés se sont emparés de ces questions pour produire des formes de mobilisation, des formes d'expertise, des formes de contre-expertise qui sont susceptibles de participer à une culture démocratique de ces sujets-là, qui sont des sujets évidemment complexes et sur lesquels le risque est d'aller vers une simplicité rassurante, mais qui n'est pas démocratiquement très, très efficace. Peut-être que c'est l'heure, je regarde Emmanuel qui me le confirme d'un signe de tête, d'ouvrir le cercle de notre discussion et de passer à quelques questions et interventions. Vous connaissez le protocole, ce n'est pas le micro qui vient à vous, c'est vous qui allez au micro.
Alors, je voudrais apporter peut-être un petit témoignage d'une petite commune, donc des environs, puisque nous sommes retrouvés effectivement à organiser des élections municipales, à faire voter un certain nombre de personnes dans des conditions qui étaient plus que précaires, pas de gel hydroalcoolique ou très peu, pas de masque. Moralité, le dimanche soir, après les élections, un certain nombre d'habitants ont fait la fête de l'équipe opposante. Moralité, A à Z, 35 cas, 5 hospitalisations, un mort. Village d'à côté, cluster aussi, le maire sortant, malade, donné pour mort plusieurs jours, etc. Le sentiment que nous avons eu, nous, dans ce moment-là difficile, alors je ne vais pas reprendre, je vais un petit peu parodier le titre de Pierre Clastre, La société contre l'État, mais c'était plutôt la société sans l'État. Et au fond, nous, on est arrivés et on s'est dit, il n'y a plus d'État. On était avec nos habitants, à discuter avec eux, à essayer de trouver des solutions, 250 coups de téléphone, des courses pour les plus démunis. Tous les gens ont été laissés pour compte, abandonnés, vraiment abandonnés, plus aucun signe, sauf peut-être quand il y avait un truc à demander, il fallait qu'on prenne la tâche du préfet qui, quelques jours plus tard, éventuellement renvoyait un mail en disant oui, c'est possible. Voilà. Et on s'est dit, on a commencé, nous, à réfléchir à ce qu'on disait. Alors, on lisait beaucoup les journaux. C'était aussi une période qui nous a permis de réfléchir. On disait, il y a un monde d'après qui va apparaître. Alors, ce monde d'après, on ne savait pas comment il allait apparaître. Et au fond, juin arrive, on nous dit que ça y est, on peut faire le deuxième tour des élections municipales, on peut élire d'abord les équipes municipales. Et au fond, on voit réapparaître dans toutes les comités d'agglomération, dans tous les lieux de pouvoir, même du pouvoir décentralisé, les mêmes, ceux qu'on n'avait pas vus, qui ne sont là, on ne sait plus pour quelle politique, et quand on les interroge à leur dire « Mais vous avez quand même tiré leçon de ce qui s'est passé, comment allez-vous faire aujourd'hui sur toutes les problématiques qui se posent ?» Et je vais même parler des problématiques de climat ou des problématiques d'eau, dont on va avoir dans quelques années de pénurie alimentaire, dont aujourd'hui certaines comités d'agglomération sont en train d'essayer de mettre en place des solutions pour qu'il n'y ait pas de pénurie alimentaire. C'est quand même une des problématiques de demain. Aujourd'hui, on voit réapparaître tous ces gens qu'on n'a pas vus pendant 3 mois et qui sont en train de nous donner des leçons. Et quand on leur pose des questions, à leur dire « Comment allez-vous organiser pour le commun, pour le monde commun, pour nous, pour les habitants ?» Parce que le rôle encore de quelqu'un qui est un homme politique, c'est d'organiser le monde pour ses habitants et de le rendre vivable. Nous n'avons pas de réponse. Enfin, la seule réponse qu'on nous donne, c'est « Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous ». Je ne suis pas sûr que ça appelle une réponse. Alors, en attendant que la deuxième personne arrive au micro, moi, je vous remercie pour votre témoignage. Ce n'est pas une réponse, mais tout simplement une invitation aussi à mesurer ce ressenti d'avoir été abandonné par l'État, à mesurer ça par rapport à, effectivement, la tradition française, qui est une tradition d'État-providence extrêmement présent dans d'autres contextes. Je peux vous assurer, des pays proches comme l'Espagne ou l'Italie, au contraire, la pandémie a été ressentie comme une présence pour certains même très envahissante, de structures étatiques. Et si ce n'est pas étatique, dans des pays, encore une fois, c'est en Italie ou dans certains cas de la Grande-Bretagne, au niveau des régions ou au niveau des États. L'Écosse a été extrêmement présente pendant le confinement. Certaines régions d'Italie ont été extrêmement présentes. Donc, ce n'est pas forcément l'État au sens de le gouvernement central, qui par contre a communiqué avec certaine abondance, on va dire comme ça, et a pris des décisions même assez fortes. Donc c'est aussi, il faut aussi, c'est pas pour mitiger, mais pour comparer et pour contraster.
J'étais un peu surpris de ne pas entendre du tout parler, sauf à la fin, dans les dernières interventions, finalement du cadre d'ensemble conceptuel dans lequel se développe le gouvernement, et en particulier le gouvernement des hôpitaux, avec les résultats qu'on a connus ces derniers mois. Vous n'avez pas parlé de New Public Management, de l'absorption de la sphère du gouvernement par la sphère du management. Et des sphères qui lui sont accouplées au New Public Management, à savoir la DRH, la Direction des Ressources Humaines, et la com. Et puis vous avez parlé d'impréparation, avec toutes ces affaires de pénurie, etc. Alors que je ne crois pas du tout qu'il s'agisse d'impréparation. C'est un modèle de gestion des hôpitaux dont on sait très bien, ouvertement, Édouard Philippe l'a dit, pour justifier la situation, qu'aujourd'hui il est conçu pour que les urgences soient en permanence à 95% remplies, par exemple, en temps ordinaire, quand il ne se passe rien. Évidemment, à la première, il n'y a pas besoin de quelque chose d'aussi gros que le Covid, pour qu'on se retrouve dans des situations qui, en fait, nous ont fait passer à une autre anthropologie, au fond, une autre gestion de la santé, une autre conception des coûts et des valeurs, en termes de vie humaine, en termes de santé publique. Vous nous dites Macron, obstinément, comme ça, mais ouvertement, refuse qu'il y ait des usagers, qu'il y ait des parties prenantes, des soignants ou des usagers dans la commission de téléguidage, de tout ça. Mais enfin, c'est une des bases de la direction des ressources humaines. Vous n'avez pas du tout à intégrer les personnels là-dedans. Je veux dire, on s'étonne des mensonges éhontés qui ont été empilés les uns derrière les autres. Et c'était même plus de l'abnégation intellectuelle de la part de ceux qui les proféraient, puisqu'il faut quand même le faire en sachant qu'on va être d'une certaine façon, en tout cas si on a une certaine conception de sa dignité, qu'on va être humilié par des démentis le lendemain, etc. Bon, vous voyez tout de suite à quoi je pense. Mais tout ça, c'est des techniques qui s'apprennent. Ce sont des technologies de management. Et plus largement encore, dans la manière dont on conçoit à quoi doivent servir les services publics. Encore une fois, c'est ce que Deleuze disait en parlant de Foucault, une époque énonce toujours tout à fait clairement le plus cynique de sa politique. Il n'y a pas besoin de chercher très loin. Je veux dire, ça a été dit par Tommaso Padoa-Schioppa, par exemple, même par Jacques Delors. Il a été cité, je crois, par Stefano Palambelli et Bruno Amable dans un de leurs derniers livres. Il y a l'idée, et c'est une anthropologie néolibérale, que cette égalité dont vous nous parlez beaucoup, là, auquel vous voulez revenir tout le temps, elle n'est plus du tout au programme. C'est plus du tout ça. C'est pas selon ces critères-là, comme ça, qu'une société fonctionne bien dans les termes néolibéraux. Vous pouvez être d'accord ou pas d'accord avec ce postulat, mais c'est ce postulat-là qu'il faut aller voir si vous voulez en discuter. Vous avez des textes très, très, très clairs de Delors ou de Padoa-Schioppa qui disent on a oublié pendant les 30 Glorieuses que c'était que la souffrance qui était le lot imparti à peu près tout individu, sauf dans certaines classes sociales. Bon. Et ça va revenir. Ils le disent. Lisez-les. Enfin, prenez-les au sérieux, plus exactement. Voilà. Mais sinon, c'est très intéressant. Merci à tous. Donc, Padoa-Schioppa 1, Foucault 0, c'est ça? C'est ça. Comment dire? J'ai envie de retarder le moment d'être d'accord avec vous. Méthodologiquement, je veux dire. Non, c'est une question sérieuse parce que c'est une question soulevée, enfin qui au fond traverse les 10 dernières années de réflexion en philosophie politique autour de l'analyse du néolibéralisme. Analyse du néolibéralisme dont on sait que Foucault y a contribué et qu'il a même d'une certaine façon ouvert la voie à cette question du point de vue de la philosophie politique dans ses cours de 77-78. Au fond, la question est pour moi non pas de nier l'importance, la prégnance de ces manières de penser, de ces technologies que vous décrivez dans les phénomènes que nous constatons, mais peut-être de savoir si c'est un point de départ ou un point d'arrivée. Je veux dire par là que ce qui m'embarrasse dans
la description que vous proposez de la situation, c'est cette idée qu'il faudrait partir de là, c'est-à-dire que le paradigme néolibéral est la clé qui permet de rendre compte à la fois de la manière dont les choses se sont jouées dans les hôpitaux, de la manière dont elles se sont jouées dans les administrations centrales, la façon dont le gouvernement s'est comporté, dont la communication gouvernementale s'est comportée, etc. Parce que, au fond, à partir de cette hypothèse, on renforce certes l'unité globale du tableau qui se dessine, on remplace le trouble par une forme d'évidence, mais oui, bien sûr, hein, c'est de là que ça vient. Mais moi, je ne dis pas que ça ne vaut pas. Je pense d'une part que, je ne suis pas certain que cette clé ouvre toutes les portes, d'une part, et d'autre part, ce trouble ou cette absence d'évidence m'intéresse. Je n'ai pas envie de les remplacer aussi rapidement que possible par le constat de ce que c'est une logique unitaire et implacable qui s'applique là comme ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fond, remplacer... il ne s'agit pas de rester dans l'effarement, hein, c'est pas la question. Mais remplacer le sentiment initial d'un désordre, c'est-à-dire aussi d'une pluralité d'acteurs qui n'ont pas exactement les mêmes intérêts les uns et les autres, qui ne sont pas exactement calés sur le même agenda, par le sourire en coin c'est de là que ça vient, est une démarche dont il me semble qu'elle fait peut-être perdre certains détails du tableau, certaines nuances du tableau, et qu'elle fait, pour moi en tout cas, assurément perdre les interstices par où de la réaction politique et de la réappropriation politique pourrait avoir lieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au fond, et pour aller au bout de ma pensée, pardonnez-moi, hein, je n'ai pas envie de remplacer le TINA par son revers négatif. Hein, je n'ai pas envie de renverser le « there is no alternative » qui est le mantra libéral de Margaret Thatcher, par sa version contestataire, au fond, par sa version critique, consistant à dire que le néolibéralisme est effectivement ce qui régit de façon générale l'ordre du monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y venir, je dis que dans l'analyse des phénomènes, il faut peut-être y venir le plus tard possible, parce que, d'une certaine façon, si c'est cela, alors on a perdu. Et de cette perte, je ne sais rien faire. Voilà, c'est simplement ma réaction. Et peut-être pour ajouter quelque chose à ça, que le système néolibéral soit à l'origine de tous les maux et de ces maux-là en question et de la technique les techniques de management, etc., qu'on puisse rien en attendre d'autre, ça, on peut éventuellement être d'accord là-dessus, Mais moi, ce qui me frustre un petit peu dans votre commentaire, c'est l'impression d'impuissance. Du coup, il faudrait accepter, se dire, bon, de toute façon, il n'y a rien à faire puisque le système est comme ça dans son ensemble et on ne pourra pas le changer puisque c'est la logique même du système, de l'idéologie de Macron, du système hospitalier tel qu'il existe, etc. Sauf que je pense, et c'est en tout cas moi ma démarche d'activiste et en tant que... quand j'ai souhaité créer l'Observatoire de la transparence, puis même avant à ACT UP, la démarche, c'est de dire, parfois, il y a des choses que moi, en tant que citoyenne, en tant qu'individu, je sens qu'il y a des choses qu'il faut dire, qu'on doit dénoncer. C'est-à-dire que ça fait plus de 10 ans que je travaille sur les questions de diagnostic et de propriété intellectuelle et de prix des médicaments, etc. Quand j'entends le gouvernement, en mars, vraiment essayer contre-vérité après contre-vérité, je me dis, il n'est pas possible que dans ma position, qui est une position parmi d'autres dans la société, je ne réagisse pas et je ne dise pas, moi, ce que je sais en tant qu'experte du sujet pour le dénoncer. Est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ça changera les choses? J'en doute. Mais au moins, c'est une parole qui est là. Et si on se tait, si on ne prend pas la parole, je pense, on a déjà perdu. D'une certaine façon, on est mort. Donc, c'est cette approche qui, pour moi, est vitale, qui me paraît important, même si le système tel qu'il est peut-être quasiment impossible à combattre.
Écoutez, il nous reste à vous... Ah, nous avons encore une question, pardon. Merci, je vais être courte. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, je voulais revenir sur votre proposition de dissoudre Santé publique France. Alors, j'en fais pas partie, il n'y a pas de souci. Mais je me demandais, est-ce que vous étiez sûr ? C'est-à-dire que, est-ce qu'il ne faut pas prendre en compte que leur budget a été réduit, leurs effectifs ont été réduits depuis des années par des politiques publiques qu'on connaît bien. Leur place a été prise par d'autres. C'est-à-dire qu'au début de l'épidémie, le contact tracing et les enquêtes ont été faites, par exemple, par l'Institut Pasteur et pas par Santé publique France. On accusait déjà leur défaillance pour justifier ça, mais leur place était prise. Et ils ont été, pour moi, un peu évincés. Barbara Stiegler le disait le premier jour, dans le comité scientifique, il n'y avait pas forcément de vrais experts de santé publique. Il y avait des médecins, des épidémiologues, des virologistes. Donc j'ai un peu un sentiment d'une institution évincée. Alors est-ce qu'on peut la condamner ? Ça rejoint un peu le fait de dire, est-ce qu'on peut qualifier d'impréparation des techniques volontaires de management d'une institution ? Et je finirai juste par une métaphore, c'est un peu, est-ce qu'on peut accuser le footballeur dont les lacets étaient attachés d'avoir perdu un match ? Voilà. Merci pour votre commentaire. Non, sur Santé publique France, bien sûr que Santé publique France est une institution nouvelle, qui avant, il y avait l'Institut de veille sanitaire, etc. D'autres institutions. En revanche, bien sûr, on ne peut pas mettre toute la responsabilité sur Santé publique France, c'est évident. En revanche, il est clair qu'au niveau des administrations, il y a eu un dysfonctionnement au niveau des administrations à Paris, je veux dire centralisées, au niveau du pays à l'échelle nationale. Il y a eu une réelle défaillance dans des logiques, dans une question de bon sens. Par exemple, pourquoi est-ce qu'en 6 mois, on n'a pas un seul spot à la télé pour expliquer comment porter un masque ? Pourquoi ? Est-ce que ça demande plus de 2 000, 3 000 euros pour réaliser ça ? Donc ça, ce n'est pas les moyens réduits de Santé publique France qui empêchent Santé publique France de faire ça. Je pense qu'il y a des choses, des décisions de bon sens qui n'ont pas été prises. Il y a des questions logistiques, de programmation. Et d'accord, alors dans ce cas-là, oui, l'impréparation, c'est peut-être quelque chose d'organisé, c'est peut-être volontaire. Peut-être que la situation actuelle est volontaire, était voulue, donc on ne peut pas parler d'impréparation. D'accord, ça, je veux bien l'entendre. Mais dans ce cas-là, pourquoi la réaction des gouvernements a été aussi mauvaise ? Je pense qu'on ne peut pas... on ne peut pas mettre tout ça sur le fait que sur l'affaiblissement des institutions, du gouvernement et une absence de volonté. Je pense que il y a un mélange donc de facteurs, et je pense que il faut une vraie réforme du système de santé, des personnes compétentes, des personnes qui prennent en considération les initiatives qui sont prises au niveau local par d'autres agences de santé à des niveaux plus locaux, qui prennent en compte aussi ce que les soignants peuvent faire remonter, qui échangent avec les personnels soignants. Parce que non, il n'est pas possible que des personnes haut placées à la PHP se tournent vers des associations comme les nôtres en disant « on se tourne vers vous » parce qu'on n'a pas de réponse de Santé publique France, du ministère de la Santé, de Matignon, etc. Merci de votre écoute et merci à vous. Rendez-vous à 16h30, c'est bien ça, pour la dernière de ces sessions.